Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons dans cette vidéo continuer avec le chapitre B4.3 qui sont les maladies infectieuses. On avait fait la semaine passée les mammites et on continue avec les autres maladies infectieuses de la vache. Et on va continuer en l'occurrence avec ce fameux problème de maladie du chamois que je pense la plupart d'entre vous ont déjà été confrontés. Le vrai terme de cette maladie, c'est en fait une kératoconjonctivite. Kérato peut dire que la cornée est attaquée. Conjonctive, ça c'est la muqueuse qui habille la cavité de l'œil. Et cette conjonctive, elle est enflammée, donc c'est une conjonctivite. On parle donc de kératoconjonctivite infectieuse. Dans votre manuel, c'est la page 34. Facile à reconnaître la maladie puisque c'est externe. Dans un stade initial, vous aurez des yeux qui coulent abondamment. Donc, la bactérie, au départ, elle va commencer à irriter les conjonctives. Comme réponse, il y aura surproduction de larmes, de liquide lacrymal, et vous aurez justement ces traînées. Si vous regardez d'un peu plus près, vous verrez justement que les conjonctives sont rougies. Là, c'est un petit peu extrême, mais ça peut être déjà aussi un signe qu'on est en présence d'une infection avant que la cornée soit touchée. Si on attend un peu plus longtemps, cette bactérie va s'attaquer justement à la cornée. Ça fera des taches blanches sur la cornée. Elle sera un peu grise. Dans le cas extrême, la vache devient aveugle de l'œil. Où la cornée est entièrement recouverte, laisse plus passer la lumière et l'animal peut devenir aveugle. C'est plus fréquent en été, plus fréquent sur les alpages aussi, mais on a aussi des cas jusqu'en plaine. La maladie est connue, même jusqu'à la mer. Mais c'est vrai qu'on a plus ce problème sur les alpages. La prise en charge, d'abord rentrer à l'étable les animaux qui ont les yeux qui coulent et les examiner de plus près. Ça, c'est surtout des fois un problème sur les alpages où les génisses sont en stabulation libre, elles peuvent rentrer librement, donc on ne les observe plus matin et soir. Qu'est-ce qui cause cette maladie? C'est une infection bactérienne. La bactérie s'appelle Moraxella bovis, d'où le traitement relativement facile avec un traitement antibiotique. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de pommade ophtalmique qui est enregistrée pour les animaux de rente. Il y a des pommades ophtalmiques enregistrées pour les petits animaux, mais c'est des petits tubes de 3 grammes. Vous n'allez pas très loin avec ça. On peut faire un traitement antibiotique par injection qui fait aussi effet, mais les meilleurs traitements restent des traitements locaux où on va employer non pas un médicament qui est prévu pour ça, mais on va employer des tubes antibiotiques, des tubes pour la mamelle, avec le petit problème qu'on ne sait pas trop comment gérer les délais d'attente. Mais ça marche assez bien. La bactérie est généralement sensible à la pénicilline, donc il n'y a pas besoin de faire prendre un antibiotique spécial pour combattre cette bactérie. Ça peut être propagé par des mouches. C'est clair qu'une mouche qui se pose sur ce liquide lacrymal, elle va se contaminer, elle va se reposer sur une autre vache, la suivante. Les mouches se nourrissent de liquide lacrymal qui contient pas mal de sel, qui contient aussi des bactéries, etc. Eh bien, la mouche peut transmettre d'une vache à l'autre. C'est pour ça que des fois, vous avez des troupeaux, tout d'un coup, vous avez presque une explosion de cette maladie du chamois. On l'appelle maladie du chamois, mais à tort. Pourquoi à tort? On sait que chez les chamois, chez les moutons, il y a aussi une kératoconjonctivite qu'on observe de temps en temps, mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas le même agent pathogène. Chez les chamois, qui peuvent le transmettre à les moutons, c'est plutôt soit une infection virale ou alors une bactérie qui est un mycoplasme, mais ce n'est pas la Moraxella bovis. Donc on l'appelle la tort maladie du chamois. Mais au début, on ne savait pas que ce n'était pas le même agent pathogène. Donc on a attribué ça au chamois, surtout qu'on avait plus souvent le problème sur les alpages. Mais c'est à tort. La prévention, eh ben, l'important, c'est de bien surveiller aux animaux. Dès que vous avez des soupçons de traîner de larmes sur le côté, donc allez voir de plus près, les rentrer, donc contrôle journalier. Donc si vous contentez de les compter à 500 mètres, vous aurez la peine à faire ce contrôle comme il faut à la montagne. Dans les régions à risque, c'est vacciner. On peut vacciner au printemps. C'est une vaccination unique, ça s'appelle Piliguard Pink Eye, le faire si possible avant la saison dangereuse. Ce vaccin, il n'est pas à 100% efficace, mais il marche quand même pas mal du tout. La preuve, c'est que chaque été, l'entreprise qui nous fournit ce vaccin, elle est en rupture de stock. Donc souvent, il faut faire des stocks déjà au mois de février-mars pour ne pas être tout d'un coup au mois de mai en rupture de stock. Donc de plus en plus de gens vaccinent. Il y a même des alpages qui rendent le vaccin obligatoire. Parce qu'une fois que vous avez cette maladie dans le troupeau, ça peut être des fois très pénible à rentrer toutes ces génisses, les soigner pendant 3-4 jours.
et vous avez meilleur temps de vacciner. Encore une fois, on peut avoir des rechutes, même avec le vaccin. Moi, je l'ai vécu plutôt en fin de saison, au mois de septembre-octobre. Donc, je pense que le vaccin n'a pas une efficacité qui est très très longue, mais quand même, il protège pas mal du tout. Voilà, on a déjà fini ce chapitre sur la maladie du chamois. Vous avez la page 35 et 36, deux petits chapitres qui se rapportent aux avortements et aux métrites. C'est souvent des maladies infectieuses. Les métrites, c'est clairement une maladie infectieuse. Les avortements, les causes peuvent être autres, mais ça peut aussi être infectieuses. On ne va pas voir ces deux chapitres de façon approfondie. Je vous remettrai une fiche de travail que je vous demanderai de répondre, de remplir et que je vous donnerai aussi de corriger. Il faut savoir déjà, ces deux chapitres-là, on les a déjà vus de façon assez approfondie dans le cadre du chapitre B3.1 qui était la fertilité de la vache. Donc là, on passe par-dessus. On passe à la page 37 avec les maladies cutanées, les dermatoses. On va traiter deux choses. D'une part, les verrues, c'est une maladie infectieuse. Les verrues sont dues à un virus. Et puis, une maladie que la plupart d'entre vous connaissez certainement aussi, les dartres, qui est une mycose, donc due à un champignon. Là, de nouveau, facile à reconnaître, c'est à l'externe, c'est à l'extérieur. Hein. Les verrues, vous en avez plein de possibilités, il y a toutes formes possibles. Hein. Ça affecte avant tout les génisses, surtout le bas-ventre, hein, dans les régions. C'est une infection virale, similaire chez l'homme. On sait que chez l'homme, il y a 4 ou 5 virus qui sont assez apparentés, qui sont responsables des verrues chez nous aussi. C'est la même chose chez les bovins. Les endroits de prédilection, c'est le bas-ventre, les trayons, malheureusement, beaucoup malheureusement, parce qu'il y a des génisses, des fois, qui ont les trayons tellement recouverts de verrues que vous ne voyez plus où est le canal, le futur canal où la vache peut être traite, voire ces verrues colonisent le canal du trayon, le détruisent, et vous avez des vaches, des génisses au village qui ont des quartiers fichus dès le départ. C'est justement souvent aussi le bas-ventre. Ça peut provoquer des abcès de la mamelle. J'ai eu des génisses qui avaient des abcès parce que le canal du trayon a été ouvert par la verrue, a laissé remonter des bactéries. Ça, c'est une autre forme de verrue. Hein, c'est des petites fines, assez longues, relativement gratifiantes à soigner. Ce que vous pouvez faire, mais c'est dangereux, c'est simplement les arracher. Pourquoi c'est dangereux? Parce que vous ramassez des coups de pied. Et en plus, vous êtes un petit peu en limite avec la loi sur la protection des animaux parce que vous faites la douleur. Là, vous ne pouvez plus rien arracher, c'est clair. On verra que la prise en charge, ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si les verrues sont vraiment trop nombreuses, c'est un traitement vétérinaire. Généralement, on devra faire ça chirurgicalement. On va faire une sédation de la bête et on va tâcher d'enlever toutes ces verrues, les cautériser parce que souvent elles saignent énormément. Ces verrues sont bien irriguées. C'est vraiment pas évident à faire. Pour bien, c'est pas d'attendre trop longtemps. Là, on a beaucoup trop attendu. Le problème, quand vous avez des paquets de verrues comme ça, c'est qu'au cœur, la verrue est plus rien bien irriguée. Cette peau va commencer à pourrir, hein, ça fait de la nécrose, ça sent mauvais, vous sentez la vache à 15 mètres, c'est vraiment dégueulasse. Donc il faudrait réagir avant ça. Éventuellement, on peut faire un vaccin spécifique à l'exploitation. Si vraiment c'est un gros problème, que beaucoup de vos génisses sont des verrues, le vétérinaire va prélever ces verrues, les envoie à un laboratoire qui, à partir de ces verrues, fait un vaccin qui sera valable que pour votre exploitation. Ça a un certain coût, mais ça marche bien. Donc, les exploitations qui ont ce problème-là, généralement, 3 quarts ou même 80% des génisses répondent bien au vaccin. Ils vaccinent les génisses, les verrues sèches tombent et le problème est plus ou moins résolu. Dans le temps, on fabriquait ce vaccin, c'est-à-dire que les entreprises allaient dans les abattoirs, récoltaient les verrues de génisses qui étaient abattues, en faisaient du vaccin, le revendaient. Le problème, c'est que dans ce vaccin, on avait aussi le BVD. Et on a en partie propagé le BVD par ces vaccins. Donc ça fait à peu près 20 ans que c'est plus autorisé. Par contre, pour votre propre exploitation, vous avez le droit de faire encore un vaccin. Quand est-ce qu'il faudrait intervenir chez les génisses? C'est au plus tard, au 7e mois de gestation, c'est-à-dire avant que la mamelle commence à gonfler. Que ce soit le vaccin ou que ce soit justement l'opération. Parce que si la mamelle prend du volume, que vous avez enlevé ces verrues, soit en les cautérisant, soit en les opérant, et bien comme la mamelle prend du volume, cette blessure que vous avez provoquée en enlevant la verrue, elle aura beaucoup plus de peine à guérir. Donc pas attendre le dernier moment avant qu'elle vèle. Vous pouvez pas la traire avec un trayon comme ça, c'est logique, mais pas attendre trop longtemps avant d'intervenir. Voilà pour les verrues, on passe aux dartres.
C'est une mycose, c'est un champignon de la peau. Attention, c'est une zoonose, donc ça peut être dangereux pour l'homme aussi. Ça affecte avant tout les jeunes bovins, des vaches adultes qui sont en permanence, plus ou moins en contact avec cette mycose, font une immunité et ne déclarent plus la maladie. À quoi ça se reconnaît facile? C'est aussi des pertes de poils, typiquement rondes. Pourquoi typiquement rondes? Au point d'impact, c'est-à-dire au point où le champignon se pose sur la peau, il va se développer en faisant des ramifications dans toutes les directions. Donc au départ, vous avez un point d'impact qui s'étend dans toutes les directions, donc ça fera une tache plutôt ronde. Lorsque les taches se recouvrent, ben, ça ne sera plus tout à fait ronde, mais c'est assez typique. Les poils tombent, la peau réagit, forme un peu des croûtes, parfois c'est même carrément un peu sanguinolent. Ça touche tout le corps, il n'y a pas vraiment d'endroit de prédilection. Je l'ai déjà dit, c'est une zoonose, c'est contagieux pour l'homme, faites attention. Si vous en attrapez, allez chez le médecin, faites soigner. L'aspect positif, c'est que généralement, si vous attrapez 2-3 fois des dartres, vous faites aussi une immunité. Moi, maintenant, je peux vous toucher n'importe quel dartre, je tombe plus malade, alors qu'au début, les premières années, j'ai dû me soigner 3-4 fois. Comment est-ce qu'on soigne ces verrues? Ces dartres? On a employé évidemment non pas un antibiotique, puisque ce n'est pas une bactérie, on a employé un antimycotique local. Il n'y en a plus rien beaucoup sur le marché. C'est l'Ivamérol qui est encore sur le marché. Le premier traitement, on devrait laver tout le corps pour aussi éliminer les spores de ces dartres qui se retrouvent sur tout le corps, puis traiter les altérations tous les 2 à 3 jours. C'est assez conséquent. On peut parfois aussi employer certains désinfectants. Le Virkon marche aussi pas mal. N'employez pas l'huile de vidange. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. J'ai une fois quelqu'un qui avait une génisse qui avait pratiquement plus de poils. Il a vidangé tout le corps et bien sa génisse elle a claqué parce que c'est intoxiqué avec l'huile de vidange qui a été résorbée par la peau. Ça s'est mal terminé. L'huile de vidange est toxique, ça marche plus ou moins, mais c'est toxique. La prévention, on sait que ces mycoses n'aiment pas la lumière, donc beaucoup de lumière naturelle du soleil. Hein. C'est typiquement un problème que vous aurez en automne quand le poil est épais ou en hiver. Vous aurez pratiquement jamais des dartres en plein été parce que justement on est à la lumière naturelle, on est au soleil. Évitez d'introduire des animaux infectés dans le troupeau. Si vous ne connaissez pas les dartres, si vous en amenez une avec des dartres et que le troupeau n'a pas d'immunité contre ça, ça peut faire pas mal de casse. Donc surveillez les animaux lors d'achat d'animaux. Si vous avez des dartres, lavez et désinfectez les installations et l'outillage. J'ai dit avant que ces champignons, ces mycoses font des spores qui ne sont pas seulement sur les poils, sur la peau, mais qui se déposent aussi sur toutes les installations. Donc, de temps en temps, désinfectez toute l'écurie lorsque vous avez des dartres. Et dans les exploitations qui ont vraiment beaucoup de problèmes, on peut vacciner. Il y a 2 vaccins sur le marché suisse, le Ringvac et l'Inzol. Le Ringvac pose parfois des problèmes. Les vaccins n'ont pas une efficacité à 100%. Il faut savoir qu'il y a 2 types de mycoses et parfois le vaccin est moins efficace contre un des 2 types. Mais quand même, dans les exploitations à problème, qui ont vraiment beaucoup de problèmes de dartres chez leurs jeunes animaux, ça vaut la peine de le faire. Faites-les assez jeunes, les animaux. À partir de 5-6 semaines, vous pouvez les vacciner pour qu'ils soient protégés. Voilà, on a fini, pardon, on continue. On a fini déjà avec les maladies de la peau. Encore une fois, l'avantage des maladies de la peau, elles sont faciles à reconnaître puisque c'est en surface. Le dernier chapitre, c'est soigner et prévenir les infections du pied d'origine infectieuse. Ça, moi j'estime que ça fait un peu partie de la 3e année. On va voir les ongles de façon un peu plus approfondie. Mais comme c'est des maladies infectieuses, lorsqu'ils ont fait le nouveau moyen d'enseignement, ils ont décidé de prendre ça dans le chapitre des maladies infectieuses. Les 2 gros problèmes infectieux qu'on a au niveau des pieds, c'est d'une part le panari et d'autre part la maladie de Mortellaro qu'on appelle dermatite digitée. Je pense que malheureusement, la plupart d'entre vous ont déjà rencontré ces 2 problèmes, surtout Mortellaro. On sait que 3/4 des exploitations en Suisse ont du Mortellaro. Reconnaître, on commence par le panari. Qu'est-ce que c'est le panari? C'est une infection soudaine de la peau, de l'hypoderme, donc la partie qui est sous la peau, sous le cuir, souvent soit dans l'espace interdigital ou au bourrelet, au bord de la couronne. Alors si on parle de ces différents éléments, on va parler un petit peu d'anatomie du pied, 2-3 définitions. Vous avez ici un pied avec maintenant ici, non pas un ongle comme nos doigts, mais vous avez vraiment un onglon. Vous avez une boîte cornée qui englobe toute la dernière phalange. Donc la vache, elle marche en fait sur la pointe des pieds, mais au lieu d'avoir juste un ongle qui ferait juste l'avant,
eh bien, son ongle, il englobe toute la dernière phalange et une partie de l'avant-dernière phalange, et elle marche sur ses ongles. Donc ça, c'est les onglons, la boîte cornée. On verra en troisième année comment est-ce qu'elle est construite, quels sont les différents éléments, à quoi il faut faire attention lors du parage. L'onglon. Vous avez ensuite, au passage entre le cuir chevelu et cette boîte cornée, ça s'appelle justement le bord de la couronne, bord coronaire ou bourrelet. Il est un petit peu plus gros, un petit peu plus grossi, on verra pourquoi. Il y a ici dessous un tissu de graisse qui garantit une bonne circulation sanguine parce que cet onglon, la paroi externe, elle grandit de haut en bas depuis ce bourrelet coronaire. Et cette peau ici en haut, elle manque d'élasticité. Elle est tout près de la boîte cornée, donc elle est plus rien très souple, donc elle se craquelle beaucoup plus vite que la peau qui est plus haut, qui est beaucoup plus souple, ce qui peut parfois poser des problèmes. Vous avez l'espace interdigité, ben c'est l'espace entre les deux onglons, hein, qui n'est pas toujours à l'air, hein, qui peut des fois aussi se blesser, qui peut des fois être sans arrêt humide et peut s'infecter et faire des problèmes. S'il est toujours humide, encore une fois, cette peau qui se craquelle facilement, comme elle est plus près du sol, ben elle est aussi plus vite abîmée, elle peut laisser des bactéries. La bactérie va sous le cuir, se développe et fait justement une infection, ça sera les panaries. Donc l'espace interdigital. Donc, la panarie, c'est une infection de l'hypoderme dans l'espace interdigital ou au bord coronaire. Ça va faire des boîtes très très marquées, degré 2 à 3. La peau va enfler, donc on verra une rougeur, une enflure du bourrelet, voire des talons, au-dessus surtout des talons. Et c'est comme je l'ai dit avant, des petites blessures du cuir qui laissent passer les bactéries. Ça peut être favorisé autant par un cuir raboli parce qu'il y a trop d'humidité, hein, si vous avez des endroits dans la pâture qui sont trop humides, plus particulièrement autour de la place de breuvage, j'ai toujours la saloperie là-bas, mais aussi la sécheresse qui vont faire un cuir qui crevasse. Donc les deux phénomènes peuvent favoriser l'émergence de panarie. Il y a des fois des troupeaux qui d'un coup vous avez carrément une épidémie de panarie où toutes les vaches y passent les unes après les autres. Si vous ne faites rien, on peut avoir des méchantes complications. Ces infections peuvent aller en profondeur, hein, l'enflure peut aussi remonter sous la peau jusqu'au-dessus du boulet, hein, éventuellement même dans les tendons. Et là, c'est une image assez impressionnante d'une vache qui n'a pas été soignée. L'infection est rentrée en profondeur, elle est rentrée dans l'articulation entre les deux dernières phalanges. Ça, c'est la dernière phalange. Là, c'est l'avant-dernière phalange. Et l'espace, l'articulation entre les deux phalanges est bourrée de pus. Une vache comme ça, on ne peut plus faire grand-chose. Généralement, on devrait soit amputer l'onglon ou bien finir à l'abattoir. Donc ça peut amener des infections très sévères, d'où l'importance de traiter rapidement. Heureusement, la plupart de ces bactéries sont généralement encore très sensibles aux antibiotiques et une bête pénicilline marche bien. Mais traitez ça rapidement. N'attendez pas 2-3 jours, oui, ça va passer, on va voir comment ça se passe, le plus rapidement possible. Donc vous avez aussi besoin du vétérinaire pour avoir accès à ces médicaments. Généralement, c'est très douloureux, donc leur donner un antidouleur, antalgique, un anti-inflammatoire, ça aide. Hein. Aujourd'hui, vous avez à disposition du Dolovet, c'est des sachets qu'on peut donner par voie orale qui marchent bien. La prévention, c'est toujours important, mieux de prévenir que de devoir guérir. Dans les stabulations, c'est remplacer les caillebotis endommagés. On voit ici un caillebotis endommagé. Ça veut dire que la vache, quand elle marche là-dessus, elle peut légèrement se tordre le pied. Et quelle est la partie qui sera le plus vite endommagée? Ce ne sera pas la boîte cornée. La boîte cornée, elle est relativement dure, l'onglon. Hein. Par contre, la peau qui est juste au-dessus, si elle entre en contact, elle peut se faire des petites blessures. Ça permet aux bactéries de rentrer. Ici, on voit hein, ce caillebotis qui est de mauvaise qualité. On a aussi eu des problèmes parfois avec les glissières pour les racleurs qui étaient trop larges, avec des vaches avec des onglons relativement petits, qui se prenaient l'onglon dans la glissière. Encore une fois, c'était justement juste le bord coronaire qui était blessé, et ils avaient plein de panaries les unes après les autres parce qu'elles se blessaient. Maintenir les sols secs et propres, hein, ça c'est aussi important. Plus l'hygiène est meilleure dans votre aire de déplacement des vaches, moins vous aurez de problèmes. On verra que ça vaut pas seulement pour les panaries, mais ça vaut encore de façon plus marquée pour Mortellaro. Là, vous pouvez faire ça avec un robot, par exemple. Des aires de sortie en dur ou avec du sable, évitez les copeaux. On sait que les copeaux, c'est des nids à bactéries. Ces copeaux, ils peuvent aussi, justement, lorsque l'onglon s'enfonce dans le copeau, les copeaux peuvent faire des petites blessures du bord coronaire, de l'espace interdigital. Encore une fois, peau blessée veut dire bactéries qui rentrent, ça va faire des panaries.
On peut éventuellement mettre en place des pédiluves, on en reparlera rapidement lorsqu'on parlera de Mortellaro. Ça peut améliorer les situations si vraiment vous avez beaucoup de problèmes de panarie. Le fait de désinfecter ces onglons régulièrement, ça va améliorer la chose. Mais il faudra aussi que ce ne soit pas seulement l'onglon qui est dans le pédiluve, mais aussi le bord coronaire. Donc, avoir assez de profondeur de liquide pour désinfecter pas seulement l'onglon, mais aussi la peau qui est au-dessus. On peut avoir des problèmes de panarie en pâture aussi, et là, c'est typiquement les parties humides qui peuvent poser problème. On l'a dit avant, une zone trop d'humidité pour cette peau, la peau, elle va être ramollie, laisse rentrer les bactéries, donc drainer ces parties humides. Éviter les chemins caillouteux, hein, les cailloux peuvent aussi faire des petites blessures sur ce bord coronaire, dans l'espace interdigité. Les points d'eau d'abreuvage, ça c'est souvent un problème. Vous aurez la peine à les tenir au propre et au sec, donc ça serait bien de les bétonner, de les changer régulièrement aussi pour éviter d'avoir ces 15-20 cm de boue autour de ces aires d'abreuvage. C'est vraiment pas agréable pour l'animal et c'est vraiment propice à l'émergence de panarie. Le cuir est ramolli, le cuir est blessé dans ce paco et surtout, ce paco peut s'enrichir en bactéries qui vont contaminer les vaches. Voilà pour le panari. La prochaine maladie, c'est quand même un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui au niveau des maladies infectieuses, c'est cette fameuse maladie de Mortellaro. Pourquoi elle s'appelle Mortellaro? C'est le nom du vétérinaire qui l'a décrite de façon approfondie pour la première fois. C'est un Italien dans les années 70. Et maintenant, la maladie porte son nom dans le monde entier. Le terme juste, c'est dermatite digitée. Ça veut dire que c'est une inflammation de la peau à la fin des doigts. Hein, on a des onglons, c'est finalement les doigts de la vache, d'où le nom de dermatite digitée. C'est assez typique, assez facile à reconnaître. C'est le cuir, souvent juste au-dessus de la boîte cornée qui va être infecté. On sait aujourd'hui que c'est une infection bactérienne. Et suite à cette infection, le cuir réagit en produisant beaucoup plus de cornes de mauvaise qualité. Les racines des poils sont aussi infectées et réagissent en produisant des poils beaucoup plus longs. Hein. Dans la phase aiguë, vous aurez une blessure ouverte qui est rougeoyante, puis le cuir va former beaucoup de cornes, ça ira un petit peu mieux, ça va guérir, mais le risque de rechute est très important. La cause, comme je l'ai dit, c'est une infection bactérienne, c'est contamination par le fumier, par le lisier. On sait que la bactérie, c'est des spirochètes, c'est des bactéries qui survivent très bien dans le lisier. On les retrouve aussi dans le tractus digestif des vaches, donc on les retrouve dans les selles, c'est quelque part anormal. Si la peau est infectée, ben, elle va réagir par une surproduction de cornes, ce qu'on voit bien sur cette image-là. Mais une corne, évidemment, qui est de mauvaise qualité, qui va aussi commencer à se désagréger, à pourrir. Et souvent, le Mortellaro est aussi lié à cette odeur assez dégueulasse de mauvais fromage. La peau, évidemment, attaquée, c'est douloureux et ça peut provoquer des boiteries. Généralement, si vous voyez les boiteries, vous aurez déjà un stade assez avancé de Mortellaro. Les stades qui débutent, lorsque vous avez des petites lésions de l'ordre du 0,5 à 1 cm, ne sont pas nécessairement liées à des boiteries, mais c'est déjà du Mortellaro. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier que aux boiteries, il faut bien surveiller ses pieds. Dans la salle de traite, vous êtes souvent à la bonne hauteur pour le faire, donc bien surveiller ces altérations qu'on verra surtout ici. Qu'est-ce qui provoque cette maladie? On sait que toute situation de stress favorise l'émergence de la maladie. La peau va essayer de se défendre contre ces infections. Elle a une défense locale. On sait que la défense immunitaire avec les anticorps n'est pas très bonne, mais la défense locale marche assez bien. Et tout facteur de stress, on le sait, ben, tout ce qui est stress va diminuer la défense. Et souvent, l'apparition de la maladie, elle est liée à des stress tels que canicule, début de lactation. Les primipares, évidemment, à la mise bas et pour un gros stress, va augmenter le risque d'apparition de la maladie. C'est souvent plusieurs animaux qui sont touchés. La fréquence des exploitations laitières suisses, c'est environ 3 quarts. On sait que 3 quarts des exploitations doivent vivre avec ça. Par contre, sur l'exploitation, il y a, l'étude de 2013 montait 29% d'animaux touchés. Là, ça peut être très variable. Il y a effectivement l'exploitation où vous avez beaucoup de vaches qui sont touchées. Des fois, ça peut jusqu'à la moitié du troupeau. Puis il y en a d'autres où c'est beaucoup moins. Il y a juste peut-être une vache sur 10, une vache sur 15. Ça, c'est très variable. Par contre, on verra après, une fois que vous avez du Mortellaro, vous n'arrivez pratiquement pas à vous en débarrasser. On s'est aperçu que certaines vaches peuvent être infectées mais n'ont jamais la maladie. Donc, elles excrètent aussi peu.
On sait aussi que certaines vaches sont résistantes. On s'est aperçu que génétiquement, il y a des lignées de vaches qui ne l'ont pas. En Amérique, en Allemagne, dans les catalogues de taureaux, on commence déjà à noter cette information. Taureaux dont les filles ne sont pas sensibles au mortellaro. En Suisse, ces données manquent encore un petit peu. Il y a aussi des vaches qui montrent une fois mortellaro avec des altérations et après le système immunitaire local, donc ces fameuses défenses locales marchent bien et elles ne refont plus de boiterie. Le problème, c'est le troisième groupe, c'est des vaches qui font du mortellaro, vous les soignez, elles guérissent plus ou moins, mais la peau ne revient pas complètement saine, elle est un petit peu encore hyper kératinisée. Et puis tout d'un coup, ça repart, cette peau commence à devenir rouge et elle recommence à faire la maladie. Il faut savoir qu'une lésion ouverte comme ça, elle est particulièrement problématique parce que cette lésion ouverte excrète énormément de bactéries, dissémine ça dans tout l'aire de déplacement de la vache. Comme ces bactéries survivent très bien dans le lisier, c'est un très bon moyen de contaminer les autres vaches. La prise en charge, les soins, il y a une double approche. C'est d'une part le traitement individuel et le traitement du troupeau. Au niveau du traitement individuel, vous devriez chaque vache suspecte, dès que vous avez la moindre suspicion du mortellaro, dès que vous voyez que la lésion est active, aussi petite soit-elle, c'est la prendre au congrain, lui faire un parage du moment qu'elle est dans le congrain et soigner cette lésion. Laver la zone au jet, bien laver, la brosse elle n'aimera pas, elle va pas beaucoup apprécier parce qu'elle lui fera mal. Donc bien laver, enlever cette peau, cette corne qui a été produite en surproduction, sécher la zone et faire un traitement. Il y a plein de produits sur le marché, il y en a une quinzaine. Certains jurent que par un produit, d'autres que par l'autre produit. Ce qui est important, c'est vraiment soigner ça. Vous pouvez soit le soigner en mettant le produit dessus, sans faire de pansement, ou en faisant un pansement. Alors, encore une fois, les produits à disposition, ça c'est des produits à base de sulfate de cuivre. L'avantage, ce n'est pas un antibiotique. On a vu que la bactérie est un antibiotique, donc il marche pas mal, vous n'aurez pas de résistance. Novaderma, c'est une pommade à base d'acide salicylique, donc comme de l'aspirine en fait, qui marche pas mal du tout. Ça, c'est le spray qui contient aussi des sulfates de cuivre. Ou alors, vous pouvez traiter des antibiotiques, mais antibiotiques, attention, si vous employez toujours ces sprays antibiotiques, le risque de résistance est là. Et il y a déjà les premières fermes qui nous signalent que chez eux, le spray antibiotique ne marche plus. Donc, ils ont aussi déjà des bactéries résistantes. Donc, travaillez plutôt sans antibiotiques. Ça, c'est justement les sprays à la tétracycline. On peut les faire sans pansement, en mettant toutes les 12 heures. Dans les traitements, aujourd'hui, on s'est aperçu que vous fassiez un pansement ou pas, le taux de guérison est similaire. Donc, ça ne guérit pas plus vite, pas moins vite avec un pansement ou pas. Par contre, le taux de récidive avec des pansements, il est moins élevé. Donc, il y a moins de vaches qui font des récidives si vous avez fait un pansement. Et moi, je vois un deuxième grand avantage au pansement. La vache qui a un pansement, elle ne dissémine plus. La plaie est protégée, donc elle ne peut plus contaminer l'environnement. Si vous faites des bons pansements, ils tiennent 3-4 jours. Généralement, si vous mettez un bon produit dessus, après 3-4 jours, vous enlevez le pansement et souvent, vous avez déjà une bonne guérison. Ça, c'est l'approche individuelle, elle est importante. Au niveau du troupeau, je l'ai dit avant, une exploitation touchée par du mortellaro ne s'en débarrasse plus. Ceux qui disent qu'ils s'en débarrassent, je ne veux pas dire que ça arrive jamais, mais c'est très 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 rare. C'est important d'avoir un bon suivi de la maladie. Donc, contrôle régulier, parage de tout le troupeau, mieux tous les 4 mois que de le faire que 2 fois par année, ça on verra l'année prochaine. Tous les cas de suspicion, on l'a dit, traiter rapidement. Les pédiluves peuvent être une bonne solution, en ce sens que la vache qui passe régulièrement dans le pédiluve, elle désinfecte son onglon, désinfecte aussi la peau qui est juste au-dessus, mais il y a toute une série de conditions que de remplir ce pédiluve qui ne sont pas toujours faciles à remplir. On peut aussi simplement pulvériser avec une pompe les talons, les vaches enfermées au cornadis. D'abord, vous lavez tous ces onglons, puis vous passez après demi-heure une deuxième fois avec une pompe à pulvériser le produit. C'est aussi une alternative au pédiluve. Mortellaro, ce qui est important, c'est la prévention, c'est diminuer les facteurs de risque. Il y a toute une série de facteurs de risque qui déclenchent la maladie. Mortellaro est typiquement une maladie multifactorielle, donc il y a plusieurs facteurs qui font que la maladie se déclare. On sait que les détentions sans pâture le favorisent, donc plus vous pâturez, moins vous aurez de problèmes. Les conditions de détention en pâture sont optimales, l'hygiène est optimale.
Au niveau des stabulations, ben, si vous ne pâturez pas, le plus propre et le plus sec, sec possible. Le racleur, on sait que le faire marcher que 2 fois par jour, c'est un gros facteur de risque. Faites-le marcher le plus souvent, 8 à 10 fois par jour. Certains gens, personnes ont peur que ça fasse des accidents. Généralement, les vaches s'habituent assez rapidement. On l'a déjà dit, pas d'achat d'animaux infectés, enfin on l'a dit surtout pour d'autres maladies avant, pas d'achat d'animaux infectés. Si vous n'avez pas amorté la roue, faites très attention avec ça. Évitez le contact avec des animaux infectés, les alpages, les expos les étapes de marchands. Les expos, là on a clairement loupé le coche. Je pense que via les expos, depuis les années 70, on a pas mal propagé la maladie. Les races, il semblerait que les Holstein soient un peu plus touchées, mais c'est vrai qu'elles ont aussi moins de talons, elles ont des ongles plus petits, ça peut aussi expliquer le problème. Donc la zone incriminée entre les deux talons est plus vite en contact avec le sol. On peut aussi transmettre la maladie pendant les soins aux onglants. Donc les pareurs professionnels, eux, ils ont à tout prix l'obligation d'être très stricts avec leur hygiène, désinfecter leurs instruments en fin de journée lorsqu'ils changent d'exploitation. Et c'est aussi bien, entre deux vaches, de désinfecter avec la bétadine les instruments. L'épédulure peut aussi être une bonne aide. Voilà, c'était la dernière dia. Merci d'avoir suivi jusque-là. Et puis, vous avez encore les fiches de travail à faire. Bonne fin de journée.